Bonsoir, je suis Geneviève Gay, la présidente de l'Association des propriétaires et résidents de l'Île des Sœurs. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée traditionnelle des candidats organisée par la PRIDS. Cette fois-ci, c'est pour les élections fédérales, évidemment, du 28 avril prochain, dans le comté de Ville-Marie, le sud-ouest, l'Île des Sœurs. Je vous signale qu'il y a aussi des gens du quartier voisin de Pointe-Saint-Charles qui se sont joints à nous ce soir. Alors, nous leur souhaitons la bienvenue aussi. Normalement, nous avions invité les candidats des 5 partis à l'Assemblée, représentés à la Chambre des communes. Je dois vous annoncer qu'il y en a 2 qui nous ont annoncé qu'ils avaient un empêchement. Ce sont les candidats du Parti vert et du Bloc québécois. Nous allons donc passer la soirée avec 3 candidats. Madame Suzanne Dufresne, qui est du nouveau Parti démocratique, Monsieur Mark Miller, le député sortant du Parti libéral du Canada, et Monsieur Steve Shanahan, qui est du Parti conservateur du Canada. Voilà. Je vous laisse entre les mains de Guy Versailles, qui va être notre animateur ce soir. C'est un membre de la PRIDS. C'est lui qui va vous expliquer le déroulement de la soirée. Et je vous souhaite un bon débat et une bonne soirée. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce débat organisé par l'Association des propriétaires et résidents de l'Île des Sœurs. Dans une minute, chacun des candidats aura l'occasion de se présenter. Et ensuite, nous passerons à la période des questions que nous avons préparées en nous inspirant des suggestions que vous nous avez faites en vous inscrivant pour le débat. Mais on veut aussi intégrer au débat les questions qui pourraient surgir durant le débat. Alors, vous pourrez nous les acheminer en tout temps à partir de maintenant à travers l'adresse courriel qui est affichée au bas de l'écran. Donc, l'adresse est questions au pluriel @aprids.ca. Alors, les questions doivent être courtes, idéalement pas plus de 250 caractères. Évidemment, elles doivent être en lien avec le rôle du gouvernement fédéral. Je ne peux pas garantir de toutes les intégrer au débat, ça va dépendre du nombre de questions qu'on reçoit. Il se peut aussi que nous en regroupions plusieurs qui traiteraient d'un même thème. Alors, chaque question qui nous est envoyée doit être signée, évidemment. Alors, je vous encourage à ne pas hésiter. Cette soirée est pour vous et vos questions sont importantes. Un mot sur l'ordonnancement des droits de parole. On a utilisé un logiciel pour générer des ordres aléatoires qui font que chaque candidat parlera parfois avant, parfois après les autres, parfois en premier, parfois en dernier. Bon, évidemment, on avait 5 candidats, on en a maintenant 3. Alors, ça simplifie considérablement le travail. L'ordre va varier à chaque prise de parole et je vais l'annoncer à chaque fois. Il pourrait arriver, évidemment, que certaines personnes parlent en premier ou en dernier plus d'une fois, mais c'est toujours le hasard qui l'aura décidé ainsi. Enfin, j'ai été informé que Mark Miller doit malheureusement nous quitter à 20 heures. Alors, juste avant son départ, je lui donnerai la chance de faire son allocution de clôture à ce moment-là et nous continuerons le débat par la suite avec les candidats restants. Maintenant, j'invite chaque candidat à prendre 1 minute pour se présenter. Donc, la période de temps allouée, c'est 1 minute. Alors, l'ordre aléatoire retenu pour cette présentation est le suivant. En premier lieu, M. Steve Shanahan, qui sera suivi de Mme Suzanne Dufresne et enfin de M. Mark Miller. Alors, M. Shanahan, à vous la parole. Bonsoir tous les gens de l'Île des Sœurs. Depuis quelques semaines, je marche souvent sur les rues de l'Île des Sœurs et je rencontre beaucoup de gens. Pourquoi je me présente? C'est la 3e fois que je me présente et je suis tellement heureux chaque fois que je suis sur l'Île des Sœurs. Mais je ne peux pas dire ça pour le reste du Canada. On voit la dégradation de qualité de la vie. On voit dans notre comté, le bureau de circonscription de notre député était condamné, attaqué, fermé. Notre député n'était même pas accessible aux gens. Son bureau, en tout cas, n'était pas accessible aux gens. En face de son bureau, il y avait une piquerie à ciel ouvert. Moi, je suis fier Canadien. Moi, je veux un avenir. Moi, je pense avec les programmes de M. Poilievre, moi, comme député fédéral, Ville-Marie, le sud-ouest, Île des Sœurs et le reste du Canada va prendre son envol, son essor. Donc, le 28, trouvez mon nom Steve Shanahan sur votre bulletin et marquez un X à côté de mon nom. Et ensemble, on va bâtir
un avenir avec le Canada d'abord. Merci beaucoup. Merci, M. Shanahan. Madame Dufresne, je dois préciser qu'à cause d'un problème technique, nous entendrons Madame Dufresne, mais nous ne pourrons malheureusement pas la voir. Madame Dufresne. Oui, bonsoir. Je salue les résidents de l'île des Sœurs et les personnes de Pointe-Saint-Charles. J'ai moi-même travaillé à Pointe-Saint-Charles pour Via Rail Canada. J'étais agente de réservation au téléphone et j'ai fait beaucoup de syndicalisme. J'ai été 25 ans environ présidente du comité de conditions féminines de mon local et j'ai été sur l'exécutif de mon local syndical. Et en ce moment, je suis membre du regroupement des syndicalistes à la retraite. Donc, j'ai vraiment un passé syndical, ce qui correspond aux origines du nouveau Parti démocratique. En ce moment, je suis également membre du mouvement de soutien des grands-mères pour les femmes en Afrique subsaharienne, pour les grands-mères en Afrique subsaharienne. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisons des pressions pour augmenter l'aide internationale. Merci, Mme Dufresne. Monsieur Miller. Merci, Guy. Merci. D'ailleurs, Geneviève aussi et tous les membres de la BRIDS d'avoir organisé ce beau débat. Je tiens d'abord à saluer les candidats qui se sont présentés, Steve et Suzanne, Steve que je connais bien, et de leur remercier de faire part de cet exercice démocratique. D'abord et avant tout, j'ai été votre député depuis 10 ans. Vous me connaissez assez bien à ce stade-ci. Je compte me représenter pour les 4 prochaines années pour plusieurs raisons, dont le fait que j'adore ce que je fais, j'adore faire avancer le Canada. Cette élection, ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit, c'est une élection qui est des plus importantes, notamment à cause de la menace qui plane et qui nous guette en vertu de l'administration américaine qui nous menace une existence économique et même au niveau de notre nation même. Et ça prend un gouvernement qui est fort, ça prend un premier ministre qui est fort, dont Mark Carney, qui a un parcours de route impeccable et qui va faire en sorte de faire un premier ministre exceptionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle je me représente. On aura une occasion de discuter sur le fond des choses dans la prochaine heure et je vous remercie pour ça. Merci, M. Miller. Alors, allons-y avec les questions. J'annonce tout de suite l'ordre dans lequel les candidats répondront à la première question. Il y aura d'abord M. Miller, suivi de M. Shanahan et enfin Mme Dufresne. Alors, le Canada est dans une situation de vulnérabilité inédite depuis 80 ans. On était déjà en froid avec la Chine et avec l'Inde. Maintenant, on l'est aussi avec les États-Unis ou à tout le moins avec leur président. On n'est pas les seuls. Toute la planète est dans le même état. On avait déjà plusieurs problèmes majeurs à affronter, la productivité économique, la crise du logement, la détérioration des infrastructures, le sous-financement des programmes sociaux, l'efficacité de l'État, la difficulté de contrôler l'immigration. En plus, nous devons maintenant nous questionner sur l'état de l'armée, sur notre stature internationale, notre dépendance aux GAFAM et la vulnérabilité de notre démocratie. Ajoutons à ça un déficit de 65 milliards et une dette qui correspond à 106 du PIB, soit à l'œil 40 000 $ par contribuable, sans compter la dette des provinces et des villes. Alors, devant ces constats, les contribuables que nous sommes ne savent pas trop comment réagir devant les promesses de baisse d'impôts qui ont été faites par plusieurs formations politiques dans le cadre de la présente campagne électorale. Est-il sage de promettre une diminution des impôts? Monsieur Shanahan, Monsieur Miller, excusez-moi. Merci, Monsieur Versailles. Je pense qu'il est sage dans la mesure où on vise ceux qui en ont le plus de besoin. Le premier gros enjeu qui est jumelé de façon très intime à la menace des États-Unis, c'est le coût de la vie. Donc, une bonne façon, c'est de réduire le taux que payent évidemment les gens qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont sujets au premier palier de taxation. Ensuite, faut-il continuer d'investir dans des programmes comme les soins dentaires, comme l'allocation aux familles qu'on a su appuyer plusieurs résidents, des milliers de résidents, non seulement à l'île des Sœurs, mais à l'entièreté
de la Ville de Montréal, c'est uniquement le gouverneur libéral qui a su faire ça depuis 2015. Évidemment, des grands projets d'infrastructure, je peux nommer évidemment le pont Champlain, le REM, pas de REM sans gouvernement fédéral. Je sais qu'il y a des enjeux, mais ça prend un investissement du gouvernement fédéral qui, oui, certes, peut sembler très loin du local, mais qui a des investissements directs qui se sont fait sentir à l'île des Sœurs. Merci, M. Miller. M. Shanahan. Monsieur Versailles, vous l'avez dit à vos mains, une vulnérabilité inédite. C'est ça qui décrit le Canada maintenant. Et depuis 10 ans, les libéraux sont au pouvoir. Il y avait M. Obama aux États-Unis, M. Trump, M. Biden, maintenant M. Trump encore. Ce n'est pas ces quatre-là qui ont vulnérabilisé le Canada. Nous autres, les conservateurs, souhaitaient faire un Energy East. Ça aurait créé des jobs partout au Canada, mais les décisions des libéraux, on ne veut pas ça, on ne veut pas avoir une économie basée sur l'industrie du pétrole, nous sommes contre ça. Oh, OK. Imaginez-vous la richesse qu'on aurait aujourd'hui. Imaginez-vous tous les programmes qu'on aurait pu payer avec ça. Imaginez-vous le fait que maintenant, on achèterait zéro pétrole de Vladimir Poutine. Maintenant, à cause de cette décision qui nous rend extrêmement vulnérables face à ces pays-là, nous sommes beaucoup plus pauvres. Merci. Madame Dufresne. Alors voici, les impôts servent à financer l'armée et les services publics, comme l'assurance chômage, qui devrait servir uniquement à aider les travailleurs et travailleuses en chômage et non servir à payer les autres postes budgétaires du gouvernement fédéral. De plus, il faudrait lutter davantage contre les paradis fiscaux. Très bien. Alors, prochaine question, et j'annonce tout de suite que Mme Dufresne répondra en premier, suivie de M. Miller et de M. Shanahan. Alors, la prochaine question touche la possibilité d'une récession. À cause de tout ce qu'on connaît comme bouleversement, les économistes nous préviennent qu'une récession est possible, voire probable, ainsi qu'une augmentation du chômage. Alors, première question, le gouvernement du Canada peut-il faire quelque chose pour prévenir cette récession ou en diminuer les effets sur les entreprises? Madame Dufresne. Les tarifs de Donald Trump ont contribué à faire grimper l'inflation et accélérer la récession. Pour juguler l'inflation, la Banque du Canada fixe le taux d'intérêt pour le dollar. Jagmeet Singh, le chef du nouveau Parti démocratique, propose de niveler les prix des denrées alimentaires, ce qui aurait pour effet d'aider la population en général. Bien. Monsieur Miller, s'il vous plaît. C'est sûr, M. Versailles, qu'avec la menace d'une récession globale, le Canada se serait touché, surtout avec 80% de nos flux commerciaux qui se dirigent vers les États-Unis. Pour ça, ça prend un leader qui a un parcours de route comme M. Carney, un leader fort qui peut affronter les États-Unis et peut répondre coup sur coup pour les tarifs qui seront imposés. Avec l'argent qu'on pourra lever, évidemment, avec l'imposition de tarifs contre les États-Unis, il s'agira d'appuyer, oui, les provinces, oui, les industries qui seraient affectées. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir ce genre de leadership et pas cette austérité dogmatique que les conservateurs se tardent de faire à chaque occasion. J'aimerais aussi porter une précision que depuis 2019, le Canada n'importe plus de pétrole de la Russie. Alors, c'est une rectification que j'aimerais souhaiter apporter à ce débat parce que ça a été... Très bien. Merci. Alors, nous avons une question reçue. Monsieur, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux avoir mes 45 secondes? Monsieur Shanahan, je m'excuse, on n'a pas saisi votre intervention, mais je voudrais juste, à ce moment-ci, revenir peut-être un peu en arrière. Il y a une question qui est rentrée par le courriel de Mme Denise Lecatre qui demande finalement quelle sera la contribution de l'OTAN en 2026. Où allons-nous avec les budgets de la défense? Je demanderai à ce moment-ci à M. Shanahan de répondre, suivi de M. Miller et de Mme Dufresne. Est-ce que je réponds aux deux questions ou juste la dernière?
Idéalement, la dernière, on reviendra. Écoutez, c'est votre droit de parole. Alors, j'ai posé une question. Allez-y, mais votre temps est limité. Parfait, parfait. Donc, oui, quelqu'un avait mentionné les paradis fiscaux. Mark Carney est un grand expert. Donc, si on pense que l'avenir est dans les bonnes mains, je pense que peut-être M. Carney est un grand consultant pour les paradis fiscaux. Mais chez nous, il n'y a pas d'austérité. C'est une baisse de taxes et des programmes pour avoir plus de productivité. Ce qu'on a vu avec les libéraux, ils souhaitaient mettre une taxe sur les gains capital. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire dans un temps où on peut prévenir un ralentissement. On veut donner des raisons pour investir davantage dans les business et c'est sûr qu'avec les conservateurs, nous allons en faire. Et les budgets, malheureusement, à cause qu'on a eu le gouvernement libéral qui était le plus dépensier de toute l'histoire du Canada, équilibrer le budget, ça va être difficile, mais mettez ça dans nos mains. Très bien. Alors, très bien. Alors, je reviens à la question quand même de la question des dépenses militaires de la contribution à l'OTAN en 2026. Est-ce que nous sommes sur une voie d'augmentation ou sommes-nous sur une voie de stabilité? Monsieur Miller. J'encouragerais tous les résidents de regarder la plateforme libérale qui sortira de façon complète dans les journées à suivre. Vous avez vu une annonce aujourd'hui de M. Carney justement sur la défense. Il avait répété auparavant qu'il souhaitait atteindre le 2 %, c'est-à-dire le niveau indicateur de l'OTAN pour les investissements dans l'armée. Et en moi-même servi dans l'armée pendant 4 ans, je reconnais l'importance de servir de son pays, mais d'avoir l'équipement adéquat pour pouvoir servir à cette fin, que ce soit les investissements dans les navires, dans les frégates, dans les prises-glaces, dans les avions de chasse. Ce sont des investissements qui doivent se faire à long terme. Donc, cette visée pour 2030, c'en est une qui est raisonnable, mais je porterai l'attention des gens qui nous écoutent ce soir à la maison, à la plateforme qui va sortir dans les journées à suivre. Très bien. Madame Dufresne, sur la question de l'OTAN, du budget militaire. Oui, personnellement, je suis membre du groupe Échec à la guerre qui préconise la paix plutôt que la guerre. Et je ne connais pas le budget de l'OTAN, donc je ne peux pas répondre à cette question. Merci. Je vais revenir à la question de la récession parce que j'avais posé la première question sous l'angle du soutien à l'économie et aux entreprises. Mais en période de récession, ça affecte aussi les vies individuelles. Alors, ça risque d'aggraver encore les effets de l'inflation qui menacent la qualité de vie d'une bonne part de la population. Le gouvernement du Canada peut-il ou doit-il faire quelque chose pour aider les ménages à faible revenu et les personnes qui pourraient perdre leur emploi? Je demanderai à M. Shanahan de répondre en premier, suivi de Mme Dufresne et ensuite de M. Miller. Bien évidemment. Nous autres, on pense que toutes les familles et les ménages au Canada doivent avoir les moyens pour s'acheter une maison. On a vu les prix des logements doubler, même tripler dans certains endroits ici à Montréal. Donc ça c'est quelque chose. Et une chose très concrète que nous allons faire, c'est baisser, augmenter le chiffre qui serait non taxable dans vos revenus. Donc ça, c'est quelque chose qui va aider énormément. Et pour les familles qui vont s'acheter la première maison, congé de taxes. Imaginez-vous ça. Oh, on a déjà dit ça. C'est ça que M. Carney veut voler cette idée encore, mais on va le faire. Merci. Madame Dufresne. Oui, je crois qu'une des façons de régler le problème de la récession, c'est d'avoir un revenu minimum garanti pour chaque citoyen. C'est une demande qui avait été faite au niveau provincial, mais on peut aussi très bien la faire au niveau fédéral. Merci. Monsieur Miller. Excellent. Oui, donc, d'abord, l'important, c'est de ne pas se faire imposer des tarifs. On s'entend très clairement, évidemment, justement, pour éviter une récession. Ceci étant dit, il y a plusieurs annonces concrètes qui ont été faites par M. Carney, dont la réduction du délai de carence pour les gens qui se trouveraient sans emploi.
un investissement de 2 milliards de dollars justement dans le secteur automobile qui sera touché inévitablement par l'imposition des tarifs de M. Trump, malgré le fait que c'est une économie intégrée avec les États-Unis, qui a des jobs qui vont se perdre aux États-Unis aussi. Et un fonds très important de 5 milliards qui va s'injecter pour assurer plus de flux commerciaux à l'intérieur du pays même. La réponse de toujours couper des taxes pour des gens qui ont plus de job, ça relève du non-sens, ça relève du dogme, évidemment, du Parti conservateur de Pierre Poilievre. Merci. Alors, question suivante. J'aimerais qu'on parle d'immigration. Alors, le débat a repris récemment. Il y a une nouvelle vague de demandeurs d'asile qui est à nos portes, qui semble se dessiner, se construire là, à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, d'un côté, les milieux économiques nous disent qu'on a besoin de main-d'œuvre. Il faut laisser rentrer les gens. De l'autre côté, il y a des voix qui nous disent nos programmes sociaux sont saturés et les logements, on n'en a plus. Et puis, il y a une troisième petite voix qui nous dit il faut respecter nos engagements humanitaires envers les véritables réfugiés. Alors, quelle doit être l'attitude du gouvernement du Canada? Je pose la question d'abord à M. Miller, suivi de Mme Dufresne et de M. Shanahan. Bien, ayant été ministre de l'Immigration et des Réfugiés, de la citoyenneté, je pourrais parler, Guy, pendant des heures sur ce sujet qui me passionne. C'est clair qu'il faut avoir un débat de société dans un pays comme le Canada où le taux de mortalité, le taux de natalité sont à kiff-kiff. Donc, pas d'augmentation de la population, pas de rajeunissement de la main-d'œuvre sans immigration. C'est ce qu'on a pu faire. Le Fonds monétaire international, la Banque du Canada ont dit très clairement que notre gouvernement a fait une très bonne job pour rajeunir la main-d'œuvre au Canada. Ceci étant dit, il faut avoir un certain contrôle. Évidemment, il y a eu certains ratés. Les raisons pour lesquelles j'ai été mis en place par Justin Trudeau, justement, pour rectifier le tir. Je l'ai fait en réduisant l'immigration temporaire, réduisant l'immigration permanente, mais c'est un grand paquebot qui ne peut pas tourner de direction dans une période assez limitée, mais ça commence à marcher et vous voyez l'impact que ça a eu sur les taux d'intérêt qui ont diminué. Merci, M. Miller. On me dit qu'on a un problème d'accès avec Mme Dufresne, alors pendant qu'on tente de régler le problème, M. Shanahan, à vous la parole. Oui, mais mon collègue M. Miller vient juste de mentionner M. Carney. Et ce soir, je ne dirais pas tout est des mauvaises choses sur M. Carney. Je pense qu'il a fait un excellent choix en congédiant son ministre de l'Immigration. On a eu des politiques trop lousses. On a trop de gens. Maintenant, on a vraiment aggravé des problèmes déjà en place. C'est comme le ministre ne savait pas qu'on était en pénurie de logement. Il ne savait pas que le gouvernement du Québec était surchargé. Il ne savait pas qu'il y avait un manque de place dans les garderies. Il ne savait pas qu'il y avait un manque dans les programmes de francisation. Si le ministre de l'Immigration avait tout simplement écouté les gens ici au Québec, le Bloc québécois, le Parti conservateur, le gouvernement du Québec, les gens dans son communauté, il aurait vu qu'il y a des véritables problèmes. Et ce n'était pas en ouvrant les portes, ce n'était pas en disant que tout le monde qui voudrait quitter les États-Unis, on ouvre la porte. C'était une erreur grave qui coûte cher aux gens et qui nuit aux vrais gens qui cherchent. Alors, une autre question nous est arrivée par le courriel de monsieur ou madame Paiement. Je m'excuse, je ne vois pas le prénom. Alors, la question, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour protéger nos ressources, c'est-à-dire l'eau, les métaux, le pétrole? Est-ce que les lois existantes sont assez robustes? Alors là, on embarque de toute évidence sur le terrain de l'environnement. Alors, M. Shanahan, suivi de M. Miller. Monsieur Versailles, sans manquer de respect, est-ce que c'est possible de répéter votre question encore? J'ai mal saisi, malheureusement. Très bien. Alors, la question qui est rentrée de monsieur ou madame Paiement, je n'ai pas le prénom ici. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire pour protéger nos ressources, l'eau, les métaux, le pétrole? Est-ce que les lois existantes sont assez robustes? C'est une excellente question. Pour protéger notre industrie, le pétrole, c'est pas en votant pour le libéral, tout simplement. Pour nous autres, au Canada, on a les standards les plus élevés au monde pour la production des produits gaz pétroliers. Pour l'eau, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les grands lacs n'ont jamais été aussi propres qu'ils en sont présentement. Donc, il y a des choses qu'on fait bien ici au Canada. Je pense
l'eau est une chose qui est très bien gérée. Si on peut retourner jusqu'en date de protection contre la pluie acide de M. Mulroney, je suis d'accord avec M. Harper. Je pense que nous sommes sur le bon chemin avec protection des eaux. Merci. M. Miller. Je pense qu'il y a lieu de se demander si on ne devrait pas regarder comment on pourrait mieux protéger notre eau douce qui a une valeur stratégique, surtout pour les Américains. Vous avez vu la sécheresse en Californie et dans d'autres États. Je pense que ce serait un bon emploi du temps de notre Parlement de regarder comment on pourrait mieux protéger notre eau douce. En ce qui a trait aux autres lois qui protègent l'environnement, il s'agit de bien appliquer ces lois, de s'assurer que si un projet qui a du sens, qui a une logique, qu'elle suit le cours de son évaluation dans le plus bref délai, surtout en respectant la loi, respectant les droits autochtones, évidemment les intérêts économiques du Canada. Je pense que ça peut se faire, ça peut aussi mieux se faire, mais pas en tout coupant, en sablant dans absolument tout, puis en laissant n'importe qui acheter ce qu'ils veulent au Canada, simplement pour marchander nos ressources premières. Merci. Alors, les questions commencent vraiment à entrer via le courriel. Nous en avons deux ici qui traitent la question du logement. Alors, je les lis. Les résidents de la circonscription, comme tous les résidents du Canada, font face à une crise d'abordabilité et une crise du logement en ce moment. En tant que député local, qu'est-ce que vous feriez pour assurer que chaque personne résidente de la circonscription soit capable de se loger, se nourrir et répondre à ses autres besoins essentiels? Et la deuxième question porte essentiellement sur la même question. Quelles mesures votre parti entend-il prendre pour soutenir le développement de logements dans la circonscription, y compris à l'île des Sœurs? Monsieur Miller. D'un, notre gouvernement a été le premier dans plusieurs décennies au fédéral à investir dans le logement. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Oui. Est-ce qu'on aurait pu faire davantage? Oui, surtout dans les circonstances actuelles avec des taux d'intérêt qui sont plus hauts qu'ils l'étaient en 2015. Je suis rentré en politique pour m'assurer que tout le monde avait une chance égale d'avoir un logement abordable. Force est de constater aujourd'hui, malgré plusieurs succès, malgré plusieurs investissements qui viennent directement du fédéral et n'eût été du gouvernement libéral, n'aurait pas eu lieu. Il en reste beaucoup à faire parce que à peu près tout le monde est touché. Il ne faut pas oublier non plus que quand Pierre Poilievre était ministre du Logement, il a su assurer la construction d'uniquement 6 logements. Alors, je laisse ça là. Merci. M. Shanahan. Wow, incroyable. Mark Miller, en 2015, on va avoir plus de logements. 2019, on va avoir plus de logements. 2021, on va avoir plus de logements. 2021, on va avoir plus de logements. Nommez-moi une unité dans Ville-Marie, le sud de l'île des Sœurs, qui était construite hors du marché, ça veut dire pas pour les spéculations, qui était financée par le gouvernement fédéral. Il y en a 0. M. Poilievre a eu 36 peut-être, vous jouez avec numéro, mais trouvez-moi un logement dans notre circonscription. Après 10 ans, et 10 ans de matelas, plus de logements, plus de logements, plus de logements, comme dit le mime, c'est où? Merci M. Shanahan. Je vois que nous avons retrouvé Mme Dufresne. Alors, Mme Dufresne, la question, nous avons reçu 2 questions des auditeurs qui portent sur la question du logement. La question essentiellement, c'est de savoir ce que fait le gouvernement, ce que devrait faire le gouvernement en matière de logement dans la circonscription. Bon, alors, je crois que le problème technique n'est pas réglé. Madame Dufresne, est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je ne vous entends pas. Bien. Alors, en attendant que le problème soit réglé, on va enchaîner avec une autre question. Touchant, cette fois, un programme qui est connexe à celui du logement, c'est la question d'itinérance. On le sait, là, il y a plus de 5000 personnes en situation d'itinérance à Montréal. C'est une augmentation énorme depuis la pandémie et qui se poursuit d'ailleurs fort probablement, notamment à cause de l'absence de logements abordables. Et les moyens actuels de lutte à l'itinérance sont de toute évidence insuffisants. A priori, c'est une responsabilité provinciale, puisqu'on parle de programmes sociaux. En pratique, ce sont les villes qui sont au front.
Ce que j'aimerais demander aux candidats aujourd'hui, c'est si, selon eux, le gouvernement fédéral a une responsabilité directe ou indirecte de contribuer à une réponse efficace à ce problème croissant de société. Je demanderais à M. Shanahan, suivi de M. Miller et de Mme Dufresne, en espérant que Mme Dufresne nous entende et que nous l'entendrons. M. Shanahan. Merci, M. Versailles. Oui et oui. On a une majeure responsabilité, surtout en finançant ces projets-là. Mais, présentement, comme M. Poilievre avait dit, ça prend des mois et des mois et des mois pour avoir des permis. Nous autres, si les villes veulent avoir l'argent, il faut que les permis soient donnés. Et, tu sais, on peut, l'itinérance et c'est une question de bien connaître aussi notre territoire et savoir c'est quoi les problèmes. Vous savez, M. Miller, juste à deux coins de rue, ils ont ouvert la maison Benoît Labre, qui est enterré une solution magique. Les gens qui travaillent là sont dévoués, ils ont 75 ans d'expérience, okay. Mais on a financé cet endroit-là à côté d'une école primaire. C'est une question de bien connaître le territoire et prendre les meilleures décisions. Merci. M. Miller. Je dirais oui. M. Versailles, directement ou indirectement via les subventions, les transferts qu'on donne dans le transfert social aux provinces, dont le Québec. J'annonçais à la mission Bon Accueil en décembre, notamment, un investissement de 100 millions de dollars plutôt, justement pour combattre l'itinérance. Et en ce qui a trait à ce que M. Shanahan a dit en conclusion, à sa dernière question, il y a quelques mois, j'inaugurais justement ici, proche de où je suis, sur la rue Barré, un logement à faible revenu qui va pouvoir accommoder 54 unités. Alors, il faudrait rectifier sur tout ce qui est faux. Et plus que ça, c'était quand j'étais au que nous avons fait au fédéral et que nous continuerons de faire, mais de prétendre que les conservateurs vont se foutre de ces choses quand ils se sont jamais foutus de quoi que ce soit, ça relève du clonisme. Très bien. Merci, M. Miller. Madame Dufresne, m'entendez-vous? Alors, moi, je ne vous entends pas. Il faudrait régler. En attendant, je crois que M. Shanahan, vous voulez réagir au propos de M. Miller. Oui, et premièrement, je suis très heureux que cet édifice existe là et c'est à proximité. Mais ça, le building, vous en parlez, c'était approuvé lorsque j'étais sur le conseil de ville de Montréal entre 2013 et 2017. Donc, pour dire que c'était un investissement récent, c'est riche. OK, très bien. Alors, on va enchaîner avec une autre question. Madame Dufresne, m'entendez-vous? Non, je ne sais pas. Madame Dufresne ne semble pas m'entendre. Bon, alors, écoutez, on va enchaîner. Ben, écoutez, on avait un pied dans les programmes sociaux, alors parlons-en. On le sait, là, le Québec, comme l'ensemble des provinces, demande un meilleur financement de programmes sociaux, notamment en matière de santé. Les négociations sont toujours longues, toujours difficiles, pas uniquement sur les montants, mais aussi sur les conditions. Le Québec demande des transferts inconditionnels dans les domaines de juridiction provinciale, mais le gouvernement du Canada a parfois tendance à attacher des conditions. Alors, ma question au candidat, quelle est votre position en matière de contribution fédérale aux programmes sociaux des provinces en général et du Québec en particulier? Monsieur Miller, s'il vous plaît. Ben, comme vous le suggérez implicitement, Guy, qui dit juridiction dit aussi responsabilité et la capacité effective de pouvoir exercer cette responsabilité. Je pense que comme gouvernement fédéral, on est dans notre droit de demander des justifications, justement, quand on voit des fonds qui ne sont pas nécessairement bien dépensés ou qui n'ont pas les résultats escomptés. Quand je faisais du porte-à-porte en 2015, la première priorité dans le comté, c'était d'avoir un médecin de famille. Bon, ça fait plusieurs années. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les écoles pour s'assurer qu'il y a eu plus de gens qui sont en train d'étudier de la médecine?
on est en droit de se poser des questions. Durant ce temps-là, nous avons augmenté de plusieurs milliards de dollars et j'oublie pour un instant la COVID où il y a eu beaucoup d'augmentation. Je pense que les Québécois sont en droit de se demander ce qui a été fait avec cet argent, mais on s'attend et puis j'appuierai toujours un appui de fonds pour les juridictions qui ont la capacité de bien effectuer leur responsabilité dans leur juridiction. Merci, M. Miller. M. Shanahan. Merci pour la question. Canada est une confédération. Les provinces ont leurs responsabilités, le fédéral a ses propres responsabilités. C'est clair, net et précis. Chez les conservateurs, il n'y aura pas de ficelle. Il n'y aura pas de conditions. Écoutez, juste pour tenir au pouvoir, ils ont pris ce programme qui est apprécié par beaucoup de gens, mais qui se coûte cher pour les soins dentaires. Ça, c'est une question. C'est santé, ça devrait être provincial. On devrait donner l'argent au ministère de Santé dans chaque des provinces, comme le Québec, et c'est eux autres de décider comment ils veulent dépenser. Tout simplement, tout court. Pas besoin de créer une deuxième, une troisième, une quatrième couche de bureaucratie. S'il vous plaît, c'est fini. Merci, M. Shanahan. On va se rapprocher de la région montréalaise maintenant. Pour commencer, une question très générale. Quelle est votre vision de la région de Montréal? Quel est le rôle du gouvernement fédéral pour soutenir la région de Montréal? C'est une question qui est très large. Vous pouvez vraiment le prendre sous l'angle que vous voulez. Alors, je vais commencer avec M. Shanahan. J'adore la question. Avoir passé du temps sur le conseil municipal de Montréal, comme je pense que tous nos candidats, j'adore la ville de Montréal. Une vision que j'ai, c'est pour avoir beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de logements. Et le rôle de Montréal, il y a quelque chose qui est très important pour moi. Et ça touche au programme des conservateurs. Pendant des années, Montréal était un chef de file mondial dans les technologies comme l'intelligence artificielle. Nous sommes toujours très forts, mais on voit qu'il y a des investissements qui vont ailleurs et ailleurs et ailleurs. Et souvent, Montréal, les compagnies à Montréal sont dépassées. Et pour avoir une meilleure économie et pour que Montréal puisse devenir le moteur pour le Québec que ça devrait être, il faut donner les compagnies comme ça des meilleures conditions fiscales. Merci. M. Miller. C'est sûr qu'en pensant au fédéral, on pense d'abord et avant tout aux grands projets. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais on a souvent l'habitude d'oublier où ça peut affecter justement les ménages. Alors, je peux évidemment nommer le REM. Le gouvernement fédéral a investi pour assurer une mobilité, un transport collectif de points, les investissements dans la ligne bleue. Mais j'aimerais nommer aussi les investissements que nous avons faits dans les soins de santé. Ça touche dans les soins dentaires, ça touche 18 000 gens directement dans mon comté, dans le comté de Ville-Marie, le sud-ouest d'Île-des-Sœurs et plusieurs dizaines de milliers de plus à travers Montréal. C'est très important parce qu'on parle d'abordabilité, les gens qui ne se font pas soigner leurs dents, justement parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais. Je pourrais parler aussi de l'investissement pour les enfants. C'est des dizaines de mille d'enfants qui n'auraient pas eu ça si on n'aurait pas doublé les prestations. Alors, c'est très important parce que l'abordabilité, c'est l'enjeu numéro 1, que ce soit à Montréal ou n'importe où au pays. Merci. On a des questions qui sont rentrées concernant effectivement la région. Il est question beaucoup du pont Samuel de Champlain, donc, qui a été inauguré, mais les Infrastructures Canada n'ont toujours pas rétrocédé à la Ville de Montréal le terrain de l'entrée de l'île. Alors, la chaussée est assez abîmée de ce côté-là, donc on est vraiment dans le concret, là. Qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui pourrait être fait rapidement pour régler vraiment le problème d'accès au niveau de la qualité de la chaussée? D'après ce que je comprends, il y a un problème entre Infrastructure Canada et la Ville de Montréal en ce qui concerne la propriété, donc la gestion de ce segment-là. Monsieur Miller. Ben, vous avez raison, Guy, c'est une question qui est très pointue. S'il y a un palier qui gère mal la chose, ça devrait être réglé. Ça devrait être vite réglé, c'est un enjeu. Je pense que c'est le rôle du député
moi en l'occurrence, ou celui qui suivra, si jamais les gens élisent quelqu'un d'autre, de s'assurer que ça soit bien fait, que le transfert, la rétrocession soit bien fait dans l'ordre, pour s'assurer que cette région soit bien gérée. Il faudrait aussi m'informer davantage sur l'état de ces discussions parce qu'il y a peut-être des hicks dont j'ignore. Et donc, c'est une question de se renseigner pour s'assurer que le travail soit bien fait, que la rétrocession, en l'occurrence, ait lieu dans le plus grand ordre. OK, merci. M. Shanahan. Oui, effectivement. Parlant des relations avec la Ville de Montréal, moi, il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec une jeune conseillère de ville et j'ai encouragé de remplacer M. Richard Bergeron comme à la chefferie de Projet Montréal. C'était Valérie Plante. Donc, je connais très bien Mme Plante et je serai bien placé pour le régler. Et juste en parlant de le pont Champlain, il faut juste dire que quand c'était une décision du gouvernement conservateur pour le remplacer, nous l'avons fait sur budget en temps et on a laissé la place pour avoir le REM. Et le REM était le Caisse des dépôts Infrastructure Québec. Ça, je ne peux pas dire prendre le crédit, mais on a laissé place pour ça. Mais nous autres, on a levé le pont en temps et laissé place pour le train au milieu. Bien, merci. J'aimerais élargir encore le débat maintenant, revenir peut-être à la question de l'environnement. Alors, on le sait, là, les inondations, les feux de forêt, les verglas, les phénomènes se multiplient. C'est comme évident que la situation change. Comment on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et quelles sont les priorités environnementales que le gouvernement du Canada doit poursuivre? M. Shanahan, suivi de M. Miller. Parfait, merci pour la question. Donc, oui, il faut réduire les émissions à gaz à effet de serre et je ne remets pas en cause la science des changements climatiques. C'est clair, net et précis. Il y aura sûrement plus de feux de forêt, plus d'inondations et de verglas si nous ne devons pas adapter. Donc, c'est une question de bien faire des choses. Moi, je regarde les feuilles de route depuis 10 ans, la formation qui est présente au pouvoir. Il y a beaucoup d'échecs. C'est malheureusement une série d'échecs. Canada est un grand producteur d'énergie. Nous pourrons le faire d'une manière beaucoup plus adaptée pour sauver l'environnement. Je pense remplacer l'énergie, exporter nos énergies vers l'Asie pour ne plus brûler du charbon. C'est une bonne idée. Merci. M. Miller. Oui, bien, c'est pour qui que ce soit qui porte attention à la plateforme du Parti conservateur, c'est une plateforme drill, baby drill constamment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des projets qui peuvent être maintenus, qui peuvent assurer que nous sommes une superpuissance en énergie, mais ça doit se faire dans les normes environnementales. Sinon, on ne peut pas échanger, on ne peut pas avoir des flux commerciaux avec des pays comme les pays européens qui demandent ces mêmes normes. Alors, quand le Parti conservateur prétend qu'il peut faire les deux choses à la fois, il induit les gens en erreur. Une taxe commerciale sur le carbone, ça relève, je pense, pour moi, du gros bon sens, mais dans le bon sens du terme. Continuer d'investir dans les technologies et s'assurer de protéger évidemment nos parcs nationaux et l'eau douce au Canada. Est-ce que je peux avoir une droit de réplique, s'il vous plaît? Oui, l'Internet est très bon. Bon, Mme Dufresne, êtes-vous revenue parmi nous? Oui. Bon, Mme Dufresne, alors, si vous êtes... Je vous en prie, au revoir. Bon, très bien. Mme Dufresne, puisque vous avez été absente, je vais vous donner tout de suite le droit de parole. Alors, on est revenu à la question de l'environnement. La question était de savoir comment on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et quelles sont les priorités environnementales de votre formation politique. OK. Le problème, c'est que le réchauffement de la planète n'est pas un fait accepté par tous et surtout par nos dirigeants. Pour lutter contre les changements climatiques, il faut du transport en commun et des voitures électriques avec plus de bornes électriques. OK. Alors, je fais un peu de coq à l'âne, c'est parce qu'il y a des questions qui rentrent par le courriel. Alors, on implique par la bande de nos auditeurs dans le débat.
On revient à la fois sur les questions budgétaires et des programmes sociaux. Alors, une personne qui nous dit le programme des soins dentaires va coûter 14 milliards sur 10 ans. Et là, c'est sous réserve. C'est son chiffre à elle. Honnêtement, je n'ai pas la donnée moi-même. Mais la question de fond, c'est comment est-ce qu'on peut investir encore dans le programme social avec de l'argent qu'on n'a pas? Alors, on revient un peu à la question qu'on avait au début. Est-ce qu'on doit réduire les impôts ou est-ce qu'on doit financer les différents besoins qu'on a? Et si on doit financer les besoins, est-ce qu'on doit d'abord financer le social? Est-ce qu'on doit financer la défense? Est-ce qu'on doit soutenir l'économie? Je reviens sur cette question-là parce qu'elle est quand même fondamentale. Alors, je demanderais d'abord à M. Miller, suivi de M. Shanahan et de Mme Dufresne. Monsieur Miller, on ne vous entend pas. Oui, j'ai fait l'erreur que tout le monde faisait durant la COVID, c'est de constamment sur mute puis de commencer à parler. Vous avez fait la même erreur aussi, Guy, je suis désolé. Oui, c'est une question qu'il faut se poser. Je pense que l'avenue de M. Carney impose une certaine rigueur et une certaine discipline additionnelle en ce qui a trait à la gestion de l'économie. C'est la raison pour laquelle je me représente pour lui, mais aussi la raison pour laquelle je me présente pour le Parti libéral, parce qu'il il sait investir dans des endroits où ça relève de l'équité sociale. Puis je pense que les gens qui ont besoin de soins dentaires, surtout les aînés, c'est quelque chose qui relève de l'équité sociale à travers le pays. 18 000 prestataires à Ville-Marie, le sud-ouest des Dessert, qui sont appuyés justement parce que le gouvernement fédéral a investi en eux, justement pour soigner leurs dents. Je pense que c'est une bonne chose et ça peut aider aussi, en fin de compte, l'économie d'avoir des gens en santé. Merci. M. Shanahan. Mais pour M. Carney, la réponse était simple il y a quelques mois. Il disait à tous ses clients, faites-vous-en pas avec les taxes, les fiscaux, on va mettre notre argent à Bermuda, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, il veut être le premier ministre. Et pour être le premier ministre, il faut créer la richesse. Canada doit être le pays le plus riche au monde. Avec tous les ressources que nous avons, c'est une question de dire au gouvernement, mettez-vous de côté, on va permettre les Canadiens et Canadiennes qui ont au cœur l'environnement, l'avenir. On veut donner à nos enfants un monde en santé. Donc, laissons les Canadiens et Canadiennes créer la richesse. Et avec cette richesse, on peut se payer des programmes, tout ce qu'on veut, mais présentement, nous sommes menottés par les taxes et les dettes. Merci, M. Shanahan. Madame Dufresne, à vous la parole. Oui, moi, j'ai salué la venue du régime de soins dentaires. J'ai personnellement dépensé beaucoup d'argent pour faire arranger mes dents parce que j'avais des dents croches. Mais je suis entièrement en faveur donc du régime de soins dentaires et j'espère que ça va se poursuivre. Effectivement, le Canada est un pays riche. Alors, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne puisse pas avoir des bons programmes sociaux. Merci. Alors, on va changer de terrain maintenant. Il y a une question qui est rentrée encore une fois par nos auditeurs qui est toute simple. Qu'est-ce que votre parti compte faire pour protéger le français au Québec? Alors, je commencerai par M. Shanahan, suivi de Mme Dufresne et ensuite M. Miller. Parfait, excellente question. Les gens, quand je fais la porte-à-porte sur le dessert, ils se souviennent de moi je suis l'anglophone qui a lutté pour les 2 écoles publiques francophones qui vont ouvrir au centre-ville de Montréal. Moi, je suis très fier de ça et ma plus jeune va à une école francophone. Donc, je respecte beaucoup ça et j'ai lutté pour plus d'infrastructures. Et je vais vous dire quelque chose de plus que ça. L'école était annoncée, luttée pour moi, et c'est annoncé par M. Couillard quand il était premier ministre. Nous sommes 9 ans plus tard et on attend toujours ces écoles-là. Donc, comme député fédéral, vous pouvez vous compter sur moi de mettre beaucoup de pression, beaucoup de pression sur le provincial de livrer sur ce projet qui me tient autant à cœur. Merci. Madame Dufresne, à vous la parole.
Oui, la lutte contre la disparition du français passe, entre autres choses, par des programmes de francisation dans les industries et les entreprises. La FTQ a fait beaucoup pour ça, pour la francisation des corps de métier, et ce sont des mesures que j'approuve entièrement. Merci. Une autre question qui est sur un domaine connexe qui touche à la fois la culture, la démocratie. Monsieur Versailles, est-ce que je peux... Oh, excusez-moi, M. Miller. Excusez-moi. À vous la parole. C'est pas grave. Évidemment, le français, la langue commune du Québec me tient à cœur. J'ai fait toute mon éducation jusqu'à la maîtrise en français et ensuite le droit, évidemment, en anglais, McGill. Donc, ça me tient à cœur. Le rôle du gouvernement fédéral dans tout ça est immensément important. Comme ministre de l'Immigration, j'ai su augmenter les seuils d'immigration francophone au nord du Québec, évidemment que la juridiction du Québec sur l'immigration francophone étant du ressort du Québec, de 3 à 4 ensuite à 7 en allant vers le 10 Alors, ça fait partie de notre pays. Ça fait partie, oui, du Québec, mais aussi de l'Acadie, de l'Ontario français, francophone, de l'Alberta. Puis le gouvernement a un rôle arrêté, fédéral, a un rôle très important à jouer dans tout ça. D'autant plus, pour souligner évidemment en conclusion la réforme de la loi sur les langues officielles qui était si importante pour s'assurer que le gouvernement fédéral fasse son travail pour les deux langues officielles. Merci. Alors, je vais l'enchaîner avec une autre question qui touche à la fois la culture, la démocratie. C'est la question de la lutte à la désinformation, le rôle déstabilisant que jouent les GAFAM, les grandes entreprises, les médias sociaux. Il est assez évident qu'il y a une déstabilisation du système politique là, qui est menacée par ces nouveaux acteurs-là, qui permettent aussi bien aux complotistes qu'aux agitateurs, sans parler des États étrangers, de déstabiliser les régimes démocratiques. Le Canada est très en retard sur l'Europe pour ce qui est de la mise en place d'un régime juridique susceptible de les encadrer efficacement. Alors, je demande aux candidats, que doit faire le gouvernement fédéral pour encadrer efficacement les médias sociaux, contrer leur effet délétère sur le climat social? Qu'entendez-vous faire pour lutter contre la désinformation, renforcer les médias traditionnels ainsi que la culture canadienne et québécoise? Je commencerai par Mme Dufresne, ensuite M. Miller et M. Shanahan. Oui, la désinformation. Avec l'intelligence artificielle, on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Les gens se renseignent sur les réseaux sociaux, dont Facebook, qui ne sont pas des sources d'informations fiables. Il vaut mieux écouter les nouvelles de Radio-Canada et lire des journaux sérieux comme Le Devoir et La Presse. Et naturellement, le gouvernement fédéral est encouragé à financer adéquatement Radio-Canada et CBC. Merci. J'avais annoncé M. Miller, je crois. Oui, effectivement, Guy. Je pense que Suzanne a raison à cet égard. Puis j'ajouterais d'autant plus qu'il faut combattre activement la haine en ligne qui a un impact directement sur des gens qui sont très vulnérables. Je nomme évidemment l'islamophobie, l'antisémitisme. C'est quelque chose où le gouvernement fédéral doit intervenir activement pour assurer qu'on puisse enrayer ce fléau. J'ajouterais aussi, comme Mme Dufresne l'a dit très clairement, qu'il faut financer Radio-Canada, qu'il faut financer la CBC, parce que c'est une source médiatique indépendante qui donne leur juste à tous les Canadiens, pas quelque chose dans lequel on devrait sabrer, comme le propose le gouvernement conservateur de Pierre Poilievre. M. Shanahan. J'ai beaucoup apprécié quand M. Miller a dit le gouvernement de M. Poilievre. Je pense qu'il voit deux semaines dans l'avenir et j'aime beaucoup cette image qu'il fait. Désinformation, c'est quelque chose, on le voit dans nos campagnes, on le voit. Oui, il y a des Canadiens et Canadiennes qui sont malheureusement influencés par ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut travailler avec les provinces pour commencer à intégrer ça dans le programme avec nos jeunes et aussi pour les protéger contre les arnaques à caractère sexuel qui se font sur les médias sociaux, qui causent des suicides, etc. Mais parlant de désinformation, c'est pas juste des acteurs étrangers.
On a eu des bénévoles, des employés le Parti libéral qui ont essayé de laisser des épinglettes avec des messages sur Trump dans un événement conservateur pour créer la désinformation, pour donner une mauvaise impression. Donc, ce n'est pas juste des acteurs. Il faut faire attention aux gens ici même. Merci. 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 Excusez-moi, j'ai été distrait pendant une seconde. Madame Dufresne. Oui, j'ai déjà fait une intervention. Très bien. Excusez-moi, c'est parce qu'on est distrait ici. Écoutez, le fait de n'avoir que 3 candidats au lieu de 5, on a passé à travers l'ensemble des questions qui avaient été préparées, ainsi que les questions qui sont rentrées par le courriel. Alors, on arrive au moment des interventions de clôture. Alors, je vais demander à chaque candidat de nous résumer un maximum je comprends qu'on pourrait en lister un très grand nombre, mais j'aimerais savoir de chaque candidat 2 grandes priorités du gouvernement du Canada à l'échelle nationale et une priorité pour le comté. Alors, en 1 minute, si possible, je commencerai avec M. Shanahan, suivi de Mme Dufresne, et on terminera avec M. Miller. OK. Donc, les questions, c'est développement économique. Ça compris toutes les questions de nos énergies propres, nouveaux, renouvelables, fossiles, etc. Il faut vraiment voir ça. Et depuis quelques années, nous autres, on parle d'un corridor énergétique à travers le Canada qui va nous rendre plus riches. Moi, je pense aussi, quelque chose qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est d'aider les provinces à mieux financer les programmes pour la santé mentale. Moi, je pense au Canada, tout le monde connaît quelqu'un qui est touché par ces tragédies. Et moi, c'est pas pluguer ma formation du tout, mais il y a un site web qui s'appelle jack.org, c'est anglais-français, pour aider les gens qui pourraient être vulnérables à se suicider. C'est très important pour nous autres, comme société, de regarder ça. Et localement, moi, je pense c'est transport, c'est les déplacements. Merci. Madame Dufresne. Oui. C'est un problème qui dure depuis très longtemps, mais je crois que ça devrait être prioritaire d'avoir un vote proportionnel. Ça fait longtemps que je milite pour ça. Et le deuxième point, je crois que c'est la lutte contre les tarifs imposés par Donald Trump. Et finalement, pour la circonscription, je dirais que de régler le problème du logement et des itinérants. Merci. Monsieur Miller. Merci, M. Versailles. D'abord, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont écouté ce soir. Je vous supplie d'aller voter le 28 avril. Pourquoi? Parce que c'est une élection qui est des plus importantes à cause notamment de la priorité nationale et même locale qui est capitale cette année. Justement, les tarifs imposés par M. Trump, la menace de l'administration américaine, ça prend un leadership fort et pas quelqu'un qui va répéter à outrance les slogans de M. Trump, comme le fait M. Poilievre. Important de mettre en place M. Carney, quelqu'un qui saura tenir debout justement pour le Canada. Comme partout au Canada, l'île des Sœurs n'est pas immunisée des enjeux du coût de la vie. Je continuerai à me battre pour vous, que ce soit le logement, que ce soit le supplément de revenu garanti, que ce soit les soins dentaires ou que ce soit le revenu ou les garanties pour les enfants. Je continuerai de me battre pour vous, résidents de l'île des Sœurs et de Montréal. Merci beaucoup. Alors, merci, chers candidats, d'avoir répondu aussi généreusement aux questions de la presse et des auditeurs. La joute politique est rude et les échanges sont robustes. Souvenons-nous qu'au-delà des partis politiques et des convictions personnelles, tous les candidats sont animés par des valeurs communes de soutien à la vie démocratique et de recherche du bien commun. Alors, la politique, c'est une occupation noble et exigeante et elle demande un engagement de tous les instants et des sacrifices personnels. Alors, merci encore aux candidats. Vous méritez tous notre plus grand respect pour votre engagement envers la communauté et le pays.
À l'ensemble des personnes à l'écoute, on va vous demander d'évaluer la qualité de ce débat. Vous pouvez le faire de deux manières. Il y a un code QR qui apparaît présentement à l'écran que vous pouvez scanner et utiliser pour nous donner vos impressions du débat. Ou alors, vous recevrez par courriel un peu plus tard, donc un message qui vous permettra de formuler vos commentaires sur le débat. Alors, à l'ensemble des personnes à l'écoute, merci de votre attention et de votre participation. Bonsoir, bonne nuit, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde.